Nous démarrons tout de suite par le panel sur le financement du secteur privé national. Et pour cela, j'appelle M. Badaragnan, Country Manager de partenaire de Deloitte. C'est lui le modérateur de ce panel. Nous aurons comme panéliste M. Saher Diop, représentant de l'APBF, M. Adrien de Fonsis et M. Mohamed Sek, vice-président de la CNES. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs, à M. Mbaye et son équipe. Moi, je me présente rapidement. Je suis Badaragnan. Je suis managing partner associé chez Deloitte Sénégal, qui est un cabinet d'audit et de conseil. Donc, ce que je vais faire, peut-être gagner du temps, puisqu'on a une contrainte. On va essayer de... Je vais donner la parole à chacun des participants qui va se présenter avant qu'on entre dans le vif du sujet. Je commence par ma droite, M. Saher, qui va peut-être... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je me présente, je m'appelle Saher Diop et je suis responsable de la division Oil and Gas au sein de Ecobank Sénégal. Donc aujourd'hui, je suis là en tant qu'Ecobank, mais je suis là pour représenter l'APBEF, l'association professionnelle des banques et des établissements financiers, qui m'a donc demandé de les représenter ici aujourd'hui, et je les remercie pour leur confiance. Merci. Bonjour, je suis Mohamed Sek, je suis directeur général de Sahel Distribution. Nous sommes dans la distribution des produits pétroliers. Je suis membre fondateur de l'ASP, l'Association des pétroliers sénégalais. Je représente les pétroliers au niveau du patronat. Je représente le patronat au niveau du Comité national de suivi du contenu local. Je suis également président de l'ASDA, qui organise le fameux CIEPA, le Salon international de l'énergie et du pétrole, qui est le seul salon organisé par des Sénégalais dans l'industrie du pétrole et du gaz. Merci. Justement, mais est-ce que vous parvenez à entendre clairement ce que les gens sont en train de dire? Très bien. Bonjour, Adra Mignon du Fonsis. Je suis dans l'équipe d'investissement. Je pilote les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture. Merci. Bonjour, Majdi Yassine, je suis CEO des filiales du groupe Sanlam Allianz dans les assurances au Sénégal. Donc l'entité ici s'appelle Sanlam. Et je suis aussi le président du pôle d'assurance des risques pétroliers et gaziers du Sénégal. Merci beaucoup, merci à tous les panélistes pour cette présentation. Donc, alors, on va parler ce matin de financement des PME dans le cadre du contenu local au Sénégal. Je pense que vous en avez parlé hier, mais le Sénégal, comme vous le savez, a pris le pari, justement, très tôt d'anticiper les sujets de participation du secteur privé national à la répartition de la manne pétrolière. Et très tôt aussi, l'option a été de dire qu'il ne s'agit pas d'un partage de manne, mais plutôt de répartition de la valeur ajoutée. Cela veut dire que l'idée est de créer de la capacité pour le secteur privé national, de sorte à ce qu'il puisse contribuer de manière significative en apportant de la valeur et en pouvant aussi monter en capacité technique de délivrer des services de haute qualité pour le bien-être, le bien du secteur de l'oil and gas. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce financement. Je pense que nous devons faire un effort d'avoir un desk, un département dédié au pétrole et au gaz, avec des gens qui sont spécialisés dans le secteur pour aider la fluidité des différents dossiers que nous avons. Donc à Ecobank, notre directeur général, M. Saïd Diallo, a quand même eu la vision de créer un desk qui est complètement 100% dédié donc, au pétrole et au gaz. Un autre obstacle, c'est la rapidité. Dans le pétrole et le gaz, il faut être rapide. Vous avez des PME qui gagnent ou qui sont en train de soumissionner à des appels d'offres de donneurs d'ordre qui ont besoin de résultats imminents, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire sans financement. Et dans la banque classique, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi dans la salle, nous prenons parfois beaucoup de temps à étudier les dossiers, à demander une tonne de garantie, d'hypothéquer la maison de vos grands-parents, etc., etc. Et donc, il faudrait que nous ayons des offres beaucoup plus adaptées pour le secteur. Et enfin, je dirais, un dernier obstacle pour lequel je pense que c'est les PME doivent travailler, c'est qu'elles doivent aussi se mettre à niveau.
Donc, on sera beaucoup plus confortable à financer des PME qui connaissent leur sujet, qui comprennent le métier, sachant que c'est un nouveau métier qui comporte beaucoup de risques. Si elles se mettent à niveau, nous, ça nous apporte du confort à pouvoir les financer. Donc, voilà de manière ramassée quelques-uns des obstacles. Merci. C'est assez phénoménal quand la banque ne donne même pas l'occasion de les attaquer, parce qu'ils prennent toute la responsabilité sur eux, en disant donc ils ont besoin de se mettre à niveau déjà, eux-mêmes, les banquiers, ils ont besoin de comprendre le business du pétrole pour pouvoir le financer, ils ont besoin de changer leurs procédures assez lourdes pour être plus agiles et être à même de répondre à la demande des PME. Et enfin, un troisième axe de développement serait justement, là c'est plutôt la responsabilité des PME de se mettre à niveau pour pouvoir être plus lisible par rapport à vos grilles de notation d'octroi de crédit. Donc c'est déjà, à mon avis, un bel exemple d'humilité d'accepter que la banque a un effort à faire pour pouvoir rencontrer la demande. Alors moi je me retourne vers le secteur de l'assurance, donc mon ami Majdi Yassine. Et donc l'assurance devient, le pool d'assurance que vous avez mis en place, je pense que c'est assez unique comme mode d'intervention. Je suis en train de penser à une question pour vous, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut regarder l'assurance comme un palliatif, justement pour rentrer dans le mix et essayer de pallier un peu ces risques, ces difficultés que la banque a identifiées par rapport à l'accès au financement pour les PME dans le secteur pétrolier? Depuis 2018, nous avons identifié bien à l'avance la nécessité, en tout cas pour notre secteur, qui est le secteur des assurances, de nous regrouper. Pourquoi? Pour apporter des solutions tant pour les investisseurs internationaux que les structures locales. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est un nouveau métier qu'est le oil and gas. Et les gens qui veulent rentrer dans ce métier vont rentrer dans un environnement qui leur est totalement inconnu à ce moment-là, sur les différentes facettes, puisque c'est une nouvelle activité qui n'existait pas dans le secteur privé national sénégalais. Et on s'est dit qu'il fallait faciliter l'accès à ce marché, déjà en facilitant, nous, notre part de métier vis-à-vis de ces investisseurs, puisqu'on a une part de métier qui est complexe, au même titre que la banque. Donc, il en a parlé tout à l'heure, il a expliqué qu'on vous demande un certain nombre de requirements lorsqu'il faut ouvrir un dossier de financement. Et donc, il faut de l'éducation, il faut former les gens, il faut mettre des lignes de crédit qui sont spécifiques. Donc, nous, on s'est dit que si on travaillait chaque compagnie seule de son côté, ça allait être complexe, la ligne de communication avec les investisseurs qui viennent au Sénégal, qui des fois ignorent l'ensemble de l'artillerie juridique et l'ensemble de la réglementation à laquelle ils seront contraints, puisque en général ce sont des secteurs qui sont régulés. Et donc on s'est dit on va mettre en place ce pôle-là qui regroupe aujourd'hui 27 compagnies d'assurance sur 29, donc la quasi-totalité du marché des assurances au Sénégal. Bon, c'est une innovation sur le marché où on voit que des concurrents se mettent tous ensemble pour parler d'une seule voix, mais pour permettre aussi aux investisseurs d'avoir un seul interlocuteur sur le marché, de satisfaire aux exigences que sont la mise en conformité qui est très très sensible pour les bailleurs de fonds, pour les investisseurs internationaux, et de faire aussi le link avec les sociétés du secteur privé national sénégalais, où ils auront aussi le même interlocuteur pour s'adresser à ces majors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les majors qui peuvent exiger des PME de faciliter l'innovation, ce qui permet de faciliter la compréhension et la nécessité et de l'adapter au contexte local. Il nous est arrivé d'aider des opérateurs majors à accompagner des PME-PMI parce que nous étions l'interlocuteur au milieu et parce qu'il n'y avait pas deux narratifs de chaque côté, puisqu'on était intermédiaire dans ce narratif-là. Et le fait de jouer cette intermédiation nous position et de permettre d'accéder à des solutions d'assurance, parce que aussi l'exigence
Merci Badara. D'abord, c'est que le financement du secteur appelle à mon sens deux choses. D'abord, il y a l'accompagnement des entreprises du privé, ce que fait superbement, je veux dire, le Comité national de suivi du contenu local à travers Mor Ndiaye Mbaye, Gora et toute leur équipe là. Alors, maintenant, par rapport au financement, c'est vrai que moi j'ai eu la même impression après d'avoir écouté Sayer. Je me dis, ben, tout va très bien. Alors, nous, ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est juste l'accès au financement. Je dis, on ne cherche pas autre chose, l'accès au financement. Et cela, nous attendons beaucoup de banques. Si ça va se passer comme ça, on ne peut pas les juger pour l'instant. C'est vrai que c'est toutes les questions qu'on voulait poser, il a répondu à cela, c'est-à-dire c'est départir du fonctionnement de la banque classique. Tous les problèmes qu'on a eu, sachant que là où on est, c'est la rapidité. On n'a pas de temps à perdre, les opérateurs n'ont pas de temps, les sous-traitants, pareil. Donc ce que nous attendons des banques, c'est l'accessibilité au financement. Et surtout, se mettre à niveau des opérateurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, comprendre, c'est ça aussi, j'allais dire qu'il faut comprendre l'activité, il faut que les banques nous comprennent pour pouvoir nous accompagner. Alors, bon, une fois qu'on a ça, je pense qu'il n'y a plus rien à demander. On va faire le nécessaire. Très bien, merci beaucoup Mohamed. Alors du coup, l'État ne vous laisse pas entre les mains du privé seulement. J'en viens au FONSIS, le Fonds souverain d'investissement stratégique, qui vient à la bonne heure d'ailleurs, et j'ai envie de leur demander un peu, est-ce qu'ils ont dans leur stratégie justement à long terme une approche spécifique pour accompagner le secteur privé national dans la prise de participation de leur part de contenu local dans le secteur pétrolier? Merci beaucoup. Oui, la question est oui, mais permettez-moi peut-être juste de rappeler le fonctionnement du FONSIS. Est-ce que le FONSIS, mais en 2 minutes, le FONSIS intervient en prenant des participations dans les sociétés. Donc nous investissons dans le capital des sociétés. Donc nous faisons des prises de participation. Ce n'est pas de la dette, c'est du capital, de l'equity. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon ami de Ecobank dit qu'ils prennent du temps, c'est peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques jours. Nous, c'est quelques mois. Donc c'est encore beaucoup plus long. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit les accompagner. Donc on n'apporte pas que du capital, on apporte de l'argent, mais on devient un associé de la société et donc on apporte non seulement du savoir-faire, on apporte des gens qui savent faire des choses. Donc on accompagne en compétence la société. Maintenant, le FONSIS est organisé d'une certaine manière et sa stratégie a légèrement changé. Le FONSIS, comme son nom l'indique, Fonds souverain d'investissement stratégique, son ambition est d'accompagner l'État dans les projets structurants, des projets stratégiques. Maintenant, on ne peut pas juste investir dans des projets d'envergure comme le BRT, etc. et laisser en rade les PME, parce qu'en fait, le backbone d'une économie, ce sont les PME. Et au Sénégal, c'est peut-être 90% des sociétés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a divisé nos activités en 3, maintenant en 4 bientôt. Les 3, c'est on investit dans des projets, le FONSIS en tant que fonds souverain investit dans des projets structurants, donc les grands projets. Après, nous avons créé une entité ou une division, ou en tout cas une activité, je vais le dire comme ça, une activité de financement de PME, qu'on appelle une activité de fonds de fonds. Donc, en fait, comme le FONSIS en tant que fonds souverain ne sait pas faire ça parce que les tickets sont importants, on a créé des sous-fonds qui vont adresser ces besoins. Je vais revenir là-dessus assez rapidement. Et la dernière activité, c'est l'activité de développement de projets. C'est-à-dire que nous prenons des projets de zéro, nous les développons jusqu'à maturité et investissons dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé peut-être d'une 4e activité qui va arriver. C'est le fait que le FONSIS s'est vu confier le fonds intergénérationnel, donc une partie des revenus du pétrole et du gaz que le FONSIS est censé gérer pour les générations futures. Donc, en gros, là où on adresse les besoins des PME en général, c'est sur notre activité de fonds de fonds. On a à peu près 4 ou 5 fonds, certains vont arriver
Et je vais revenir dessus peut-être tout à l'heure pour détailler un peu ce qu'on fait dessus. Mais c'est là où on a des tickets d'investissement autour de 150, 200, 300 millions pour adresser les PME, quel que soit le secteur d'activité. Peut-être rappeler rapidement qu'on a 5 secteurs d'activité majeurs. L'agrobusiness, donc la chaîne de valeur de l'agriculture, tout ce qui est eau et énergie, la santé et la pharmacie, nous sommes dans les industries pharmaceutiques et les hôpitaux, et enfin l'activité de fonds de fonds, donc le secteur financier. Voilà, je vais m'arrêter là et peut-être dans une prochaine question, je vais détailler concrètement ce qu'on a fait sur cette activité de fonds de fonds et comment on a accompagné les PME. Je vais revenir à mon ami Mohamed Seck parce qu'en fait, bien sûr, on attend beaucoup des banques, des secteurs d'assurance et de l'État, mais il y a quand même un point qui revient souvent, c'est des efforts à faire au niveau du secteur privé national pour justement se mettre aux normes et être dans la conformité pour pouvoir justement être éligible et avoir plus de crédibilité. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Seck, qu'il y a un effort à faire et est-ce que vous envisagez justement de faire ces efforts pour vous mettre un peu plus aux normes de manière à capter justement les offres que nous entendons de part et d'autre? Oui, merci Badara. Alors, les efforts, oui, nous avons déjà commencé à nous organiser. Je veux dire, en dehors même des financements classiques, là, nous sommes en train de penser à des consortiums, hein, c'est-à-dire de nous regrouper, essayer de lever des fonds, là où si tu y allais tout seul, tu ne pourrais pas arriver à faire cela si tu y allais en groupe là. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour se mettre à niveau, ça c'est évident. Ce que j'ai dit la dernière fois, dans ce secteur-là, on parle de pétrole et de gaz, c'est tolérance zéro. On est obligé de nous mettre à niveau et c'est là où c'est important la formation et les mises à niveau dont on parle au niveau du Comité national de suivi du contenu local. Parce que là, quand je dis tolérance zéro, rien n'est pardonné. Donc on est obligé là de nous mettre à niveau et de faire face à ces demandes-là. Voilà. Peut-être revenir à toi sur les banques et donc quelles sont justement les alternatives que vous êtes en train d'explorer pour pouvoir rejoindre les efforts du secteur privé national de sorte à réduire le gap qu'il y a entre vous et que votre offre puisse rencontrer leurs demandes. Merci Badara. Donc, une fois qu'on s'est mis à niveau et qu'on a une meilleure compréhension du secteur, on se rend compte qu'en effet, qu'il faut mettre en place des offres beaucoup plus adaptées pour le secteur. Maintenant, en ce qui s'agit des banques, il est beaucoup plus facile de financer quand nous avons beaucoup de confort. Le premier point, c'est le cadre institutionnel et juridique qui a été établi par le secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local. Ça nous apporte beaucoup de confort. Le fait que les entreprises doivent venir et s'inscrire sur la plateforme électronique du CNSCL, ça nous apporte du confort. Cela facilite les différentes conditions que nous pouvons avoir de notre côté. Un des risques qu'on regarde le plus quand on finance certains projets, c'est le risque de performance. Est-ce que les PME vont être capables de réaliser ce qu'elles ont dit qu'elles vont réaliser? Maintenant, comme M. Seck l'a dit, le secteur du pétrole et du gaz, c'est tolérance zéro. Donc les donneurs d'ordre ont quand même des exigences qui sont très très fortes. Et donc quand une PME gagne un contrat d'un des donneurs d'ordre, sachant qu'ils ont une due diligence d'une autre planète, nous, en tant que banque, ça nous apporte du confort. Et donc c'est dans ce cadre-là que Ecobank a créé un programme de crédit avec différentes lignes de financement qui sont dédiées totalement aux PME du secteur oil and gas. Donc, pour citer quelques-unes, il y a une ligne de financement d'actifs, une ligne de crédit d'exploitation pour tout ce qui est crédit à court terme, et même une ligne de financement immatériel pour donc supporter les certifications que ces PME doivent avoir pour gagner ces contrats-là. Maintenant, ce programme de crédit demande certaines conditions. Une condition sine qua non, c'est qu'il faut être inscrit sur la plateforme du CNSCL. Donc ça, par exemple, la banque classique où on demande des états financiers d'au moins 3 ans,
c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans un cadre comme ça, étant donné que c'est un nouveau secteur. Donc, nous demandons beaucoup moins, bien sûr, car nous devons nous adapter. Donc, voilà de manière ramassée quelques exemples qu'on met en place pour pouvoir donc supporter le secteur. Merci. Merci beaucoup. Alors, Majdi, j'ai compris tout à l'heure que l'assurance est très importante en amont, dans les décisions finales d'investissement, les FDI, là. Donc, vous intervenez, sinon il n'y a pas de financement. Maintenant, spécifiquement pour le secteur privé local, c'est-à-dire qu'il doit justement satisfaire à la demande du contenu local. Est-ce qu'il y a une approche stratégique spécifique qui est propre justement, qui target clairement, qui vise clairement le secteur privé national dans le secteur de l'oil and gas? Oui, d'ailleurs, justement, le fait que l'association des assureurs du Sénégal, qui est le regroupement patronal de l'ensemble du marché des assurances au Sénégal, a décidé de mettre en place un pôle dont la vocation unique est de mutualiser les risques oil and gas. On ne fait que ça dans ce pôle. Donc ça répond, disons, à la préoccupation de structurer dans une démarche unitaire et commune les préoccupations du chef de l'État, qui était de voir comment on peut optimiser les retombées sur le local content pour les Sénégalais. Le président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un écosystème. Ça prend du temps. Donc, il met en place le COS Pétrogaz, il change la loi sur le contenu local, sur le code pétrolier, sur le code gazier. Donc, un ensemble de dispositifs qui permet de mieux accompagner l'ensemble des entreprises sénégalaises. Et nous avons été très ravis de voir que l'un des derniers maillons qui a été mis en place, c'est justement le comité national local du suivi du contenu local. C'est très important. Disons, c'est aujourd'hui le gendarme qui va voir est-ce que l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place, quel est son degré d'évolution, quel est l'impact sur le marché, mais aussi, ce qui est plus important, c'est le gendarme qui va dire est-ce qu'il y a des amendements à opérer? Parce que des fois, le législateur a un point de vue, il pense d'une certaine manière, en toute bonne foi, en attendant des effets très probants sur les acteurs privés. Des fois, les effets ne sont pas là, ou bien les résultats sont mitigés. Le régulateur va très certainement faire un mémorandum, une analyse pour dire nous conseillons telle et telle orientation pour satisfaire, pour optimiser l'avantage du secteur privé national sénégalais. Nous avons l'expérience dans le secteur des assurances déjà de la régulation, puisque nous sommes confrontés à cette régulation, et nous avons l'expérience d'ailleurs du local content bien avant la majorité des secteurs du national privé au Sénégal. Pourquoi? L'activité d'assurance est une activité libre à l'époque. Donc, une compagnie d'assurance étrangère venait au Sénégal, faisait un contrat d'assurance et exportait 100% de la prime à l'étranger. Le code CIMA s'est mis sur 14 pays et le code CIMA avait fait une première norme de rétention qui était une norme à 25%. Donc, on pouvait faire ce qu'on appelait des opérations de fronting avec des compagnies étrangères, mais ces compagnies étaient obligées de laisser 25% de la prime dans l'espace communautaire. Il y a eu un autre amendement il y a 4-5 ans où on est passé de 25 à 50%. Donc vous voyez, des fois, l'optimisation ne peut pas venir de 0 à 100% tout de suite. Parce que ça répond à des mécanismes, ça répond aussi des fois à des prises de participation de l'État sénégalais dans des traités supranationaux qui étaient déjà mis en place avant et qu'aujourd'hui on se rend compte que ça vient se superposer. Et donc, comme on connaît qu'il y a la hiérarchie des lois qu'il faut respecter, donc il y a un ordre qui prend le dessus sur l'autre. Donc tout ça est important qu'on ait ce canal de discussion avec quelqu'un qui va le suivre. Et nous sommes agréablement surpris par le Comité national du suivi du contenu local qui a une approche inclusive du local content. Et je pense que la notion d'inclusivité, elle est importante. Donc la porte, elle est ouverte pour les opérateurs étrangers, les opérateurs locaux. Nous, dans notre pool, on a des compagnies, parce qu'il y a la notion de compagnies étrangères et de compagnies nationales. Donc il y a le distinguo qu'on fait du registre de commerce qui est établi au Sénégal, donc qui ont fait une entreprise sénégalaise, et des actionnaires qui sont détenteurs de cette entreprise, qui sont eux-mêmes de nationalité sénégalaise. Donc il y a aussi cette notion de l'OADA qu'il faut distinguer avec les préoccupations nationales. Mais nous, on a traversé ces frontières-là. On a réussi à faire ça, et c'est un exemple que nous souhaitons promouvoir dans les autres secteurs. Pourquoi? Parce qu'on a des compagnies d'assurance à capitaux français, des compagnies d'assurance à capitaux allemands, des compagnies d'assurance
à capitaux marocains, à capitaux camerounais, à capitaux ivoiriens, à capitaux sénégalais, avec des orientations stratégiques différentes. Certains sont positionnés sur le retail, d'autres sur le corporate. Et on a réussi, malgré toutes ces divergences-là, malgré ces orientations stratégiques différentes, à nous mettre ensemble. Pourquoi? Parce que dans le pool, on n'a pas regardé une redistribution de ce que nous captons en termes de primes d'assurance du oil and gas. La répartition ne se fait pas proportionnellement à la taille de la compagnie, mais elle se fait de manière égalitaire. Donc il a fallu un moment se dire, on ne peut pas venir parce qu'on est grand, on est gros, on va imposer notre dictat. Non. Si on veut de l'inclusivité, à un moment, il faut penser il faut accompagner nos confrères, qui sont plus nos concurrents dans cette optique-là, à les tirer vers le haut. Et le meilleur moyen de les tirer vers le haut, c'est de mettre tout le monde au même pied d'égalité en termes de captation des ressources qui sont générées dans le oil and gas. Merci beaucoup. Merci Majdi. Je pense que, j'entends beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages intéressants. La banque, bien sûr, prête à faire des efforts de flexibilité, mais également prête à être innovante pour proposer des solutions qui soient plus adaptées au secteur de l'oil and gas. Mon ami Mohamed Seck qui est prêt, bien sûr, à faire des efforts de formalisation et de conformité pour pouvoir être plus visible et lisible de par les grilles de lecture des banques. Beaucoup de bonnes nouvelles aussi. Je pense qu'il y a de la pédagogie dans ce que Majdi vient de dire, parce que le contenu local, ce n'est pas un moment, c'est pas instantané. C'est un voyage, en fait. Ça prend du temps. Il faut, bien sûr, ne pas laisser échapper la part qui revient au Sénégal, mais il faut aussi créer de la capacité. Et créer de la capacité, ça prend du temps. Donc, je comprends la dimension très pédagogique de l'approche du comité national qui consiste à y aller de manière progressive. Et la bonne nouvelle, je pense, c'est qu'on s'y est quand même pris relativement tôt pour pouvoir, dès le début, créer de la conscience. Ces genres de forums, ça permet aussi de créer de l'information qui circule, créer de la prise de conscience au niveau du pays pour qu'on puisse ensemble avancer sur ce target qui est, à l'horizon 2030, je pense, si je ne me trompe pas, qu'on ait 50% qui reviennent du vrai contenu local sénégalais. Alors moi, je reviens à mon ami John sur le fonds 6. J'ai entendu tout à l'heure, et c'était le dernier point, le fonds intergénérationnel. Et moi, ça m'a interpellé. Je me dis, mais le fonds intergénérationnel, justement, est-ce que ce n'est pas une clé qu'on a? On va sortir de l'étau bancaire et d'assurance. Et ce fonds intergénérationnel qui est destiné à financer des projets structurants pour les générations futures, justement, est-ce que ce fonds ne doit pas appuyer la création de fonds de financement du secteur privé national pour prendre leur part dans cette chaîne de valeur pétrolière sénégalaise? Oui, alors, oui et non. Comme son nom l'indique, le fonds intergénérationnel, c'est un fonds d'épargne. C'est un fonds pour les générations futures. Et donc, malheureusement, c'est un fonds qu'on ne peut pas mettre dans des projets risqués. Et on sait que le financement de la PME est risqué. C'est, en tout cas, dans le monde de l'investissement, c'est l'un des financements les plus risqués. Souvent, quand on finance 100 PME, 50% meurent dans les 3 premières années. Donc c'est extrêmement risqué et évidemment, on ne peut pas prendre l'argent des générations futures et l'investir dans les PME. Par contre, ce que nous faisons, c'est catalyser le monde de l'investissement et trouver d'autres sources de financement. Et par défaut, le fonds 6, de par son ambition, fait du local content, par défaut, presque 100%. Ce qu'on fait, c'est financer les entreprises locales du Sénégal, en général, indépendamment du secteur. Aujourd'hui, on n'a pas créé une division, ou en tout cas une activité spécifique au oil and gas. Peut-être que ça vaut le coup de le faire. Mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on finance, quelle que soit l'entreprise qui vient nous voir. Il y a un aspect, malheureusement, on ne connaît pas assez le financement en capital. Donc les entreprises n'ont pas tendance à venir nous voir, vont plutôt avoir tendance à aller voir les banques. Et on ne fait pas le même métier. On ne fait pas le même métier parce que la banque, elle va financer une activité entre guillemets stable. Parce que quand on donne quand on prête, on rembourse de manière régulière. Nous, on prend des parts dans la société et on attend 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans des fois, avant même de retrouver l'argent qu'on a investi. Donc du coup, on est relativement patient, je dis relativement parce que c'est pas éternel. Et donc, ça fait que le financement est plus adapté. Juste permettez-moi 2 minutes de donner 2-3 instruments qu'on a mis en place. 1 minute, allez, 2-3 instruments qu'on a mis en place pour les PME. Dans 5 minutes. Donc, sur les fonds qu'on a mis en place et qui financent les PME, il y a un fonds que tout le monde connaît qui est Teranga Capital. C'est le premier fonds sur lequel le fonds 6 a investi. Le deuxième fonds,
C'est un fonds, ça s'appelle WeFund, Women Empowerment Fund, qui vise à financer l'autonomisation des femmes. Donc, toutes les femmes qui sont dans le secteur de l'oil and gas peuvent aller les voir. Ils sont actifs, ils sont en train de construire un pipe, ils sont en train d'investir. Il y a un autre fonds qui va arriver d'ici 2-3 mois. On est en train de négocier les termes actuellement avec le fund manager. C'est un fonds a priori de 50 milliards, Oyas Capital, qui dont l'objectif est de créer des champions sénégalais. Et je pense que dans ce secteur, on a besoin de ces champions sénégalais. Et un troisième fonds, je pense, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il y a un mois à peu près, on a fait l'inauguration d'un fonds de 20 milliards avec la BID, dont une partie va vers les banques pour financer des tickets plus petits, mais une partie de ce fonds est gardée au fonds 6 pour financer justement toutes les entreprises qui ont été, entre guillemets, impactées par je dis entre guillemets parce que certaines de ces entreprises se sont bien recouvrées, mais impactées par la crise, la Covid qui est arrivée. Et donc, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, on a créé des fonds spécifiques pour les PME, y compris les entreprises qui sont dans l'oil and gas. La petite difficulté qu'on a, c'est que l'oil and gas est nouveau, on en a parlé, et l'oil and gas a la particularité d'avoir besoin d'investissement au début, des actifs à financer. Et ça, bon, on a fait, et s'il y a juste un mot que je dirais, c'est on doit faire plus de vulgarisation pour le financement en capital. Merci beaucoup, M. Ndion. Alors, je reviens donc à Mohamed, justement. Est-ce que, malgré tout ça, est-ce qu'il ne faut pas aussi envisager d'autres modes de financement, justement, du secteur privé local que vous allez générer en interne? Est-ce que vous pensez à des equity, par exemple, ouvrir le capital? Est-ce que vous pensez à des levées de fonds sur les marchés? Est-ce que vous envisagez de sortir des circuits bancaires classiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de partager le projet? Déjà, il y a une notion très importante, c'est la viabilité à long terme. Est-ce que ouvrir le projet à d'autres apporteurs de capital ou au marché ne serait pas des options à explorer aussi? Merci Badara. Oui, tout à fait. Même avant d'aller vers là, donc je dis, il y a un fonds, on n'en a pas parlé, c'est le fonds d'appui au développement du contenu local. Nous tous, nous attendons de ces fonds-là. On se dit qu'ils vont être beaucoup plus souples là. Mais sinon, à part cela, ouvrir le capital, ça, on n'est pas contre. Hein. De toute façon, on connaît bien nos limites. Si quelqu'un vient pour nous tirer plus haut, on dira que oui. Mais je veux dire juste un petit mot sur les banques classiques. J'avoue, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le secteur pétrolier. Nous avons connu une avancée notoire au niveau des banques, je veux dire. Ce qu'on n'arrivait pas à voir avec les banques classiques, on les a eus avec l'arrivée des autres banques. J'espère que ça va se faire de la même manière, parce que on arrive actuellement à financer nos activités sans trop de problèmes, ce qui n'était pas possible ou qui est très difficile il y a 20 ans. Donc je pense que si on fait ce qu'on doit faire, que les banques arrivent à nous accompagner, et je souhaite qu'ils vont respecter, je te prends au mot Saïr, dans 2-3 ans, on ne sera pas là pour dire « Ah, tu avais promis ça et que tu n'avais pas fait ». Et je pense que ce serait tout bénéfique pour le secteur privé. Alors, je pense qu'on est presque arrivé à la fin. Donc l'idée, c'est, pour moi, peut-être les messages qu'on va retenir, c'est qu'il y a des efforts qui ont été déclarés ici, qui vont être consentis par le secteur bancaire formel, qui va un peu faire des inflexions sur sa rigueur classique de lecture des grilles de scoring pour l'octroi de crédit. En même temps, des efforts à comprendre le secteur qu'ils veulent financer. L'assurance a déjà anticipé et déjà dans le contenu local depuis bien plus longtemps d'ailleurs avec le code ciment. Ils vont continuer en étant plus spécifiques au secteur bancaire. Le fonds 6, même si sa vocation n'est pas justement de créer le fonds intergénérationnel, ce n'est pas destiné au secteur pétrolier tout de suite puisque c'est pour le long terme. Il est en train d'explorer d'autres options alternatives également pour accompagner le secteur privé. Notre secteur privé national qui est en l'étape embryonnaire pour le secteur oil and gas, on le voit, a des ambitions clairement affichées et également est volontaire pour monter en capacité et en conformité pour pouvoir capter l'offre des banques. Je pense qu'il y a deux mots qui semblent être contradictoires qu'il faut qu'on allie à l'ensemble de tout cet écosystème-là. Il faut de la vitesse, bien sûr, il faut que nos PME soient rapides, mais il faut de la patience aussi. Ça a l'air contradictoire, mais ça va ensemble de manière extrêmement importante. Il faudra qu'on soit rapide pour ne pas que justement l'exploitation aille trop vite et qu'on soit hors du train, mais il faut qu'on soit patient parce que ça demande du temps, ça demande de la capacité.
Le oil and gas est perçu comme un secteur où on s'enrichit vite, mais en fait, l'enrichissement rapide peut ne pas être viable. Je pense qu'il y a une notion très importante que les Anglais utilisent, c'est sustainability. Pour que ça soit sustainable sur le long terme, donc soutenable, viable sur le long terme, il faut de la patience pour que les fondements de ce que nous sommes en train de construire autour du Comité national de contenu local, avec l'appui des opérateurs pétroliers et du secteur privé et de l'État, puisse être un environnement où le secteur privé national va s'épanouir en amenant de la vraie valeur. Ça veut dire que c'est pas seulement de récupérer des dividendes, mais en amenant de la vraie valeur ajoutée dans cet écosystème, en amenant de la vraie capacité technique et managériale et en ayant un impact direct au niveau de nos communautés. Je pense que ce serait le fin mot de l'histoire, hein, pour rester dans le temps qui nous a été imparti. Merci beaucoup.